BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Et pour répondre à vos questions aujourd'hui, c'est Frédéric Durand-Bazin qui est à nos côtés du magazine Le Particulier. On y va, Frédéric? Prêt? Allez hop. Avec cette question de Marie sur question totalement d'actualité. Le cours de l'or papier chute, nous dit-elle, faut-il acheter? Et quelles conséquences sur l'or physique? C'est vrai que depuis quelques heures maintenant, on a vu le métal fin dégringoler. Ouais. Alors, ceci dit, je pense que le sens de la question de Marie, il est assez paradoxal. En fait, c'est le contraire. C'est l'or physique qui chute et quelles conséquences pour l'or papier? Parce qu'en fait, l'or papier, il faut savoir ce que c'est juste une réplication, on réplique un indice, on réplique donc là les performances de l'or, et le seul avantage de l'or papier, c'est qu'on peut l'acheter et le vendre facilement, c'est coté en continu, souvent c'est tracker, enfin c'est l'équivalent de ce type de produit financier. Donc on est vraiment sur un produit de pure spéculation. En plus, on n'a même pas besoin d'avoir les problématiques de stockage de l'or, ce qui est le cas pour l'or physique. Peut-être l'inconvénient quand même, et ça faut quand même le dire quand même à chaque fois, c'est qu'il y a un petit risque quand vous achetez de l'or papier, c'est que lui, il n'est pas garanti par une contrepartie en or physique. Donc, si jamais l'émetteur fait faillite, parce que c'est toujours quand même la question qui se pose, si l'émetteur fait faillite, en fait, il n'y a pas de garantie en face, il n'y a pas de contre-valeur. Donc, vous risquez de perdre plus que si jamais c'était les marchés or qui, eux, venaient à s'écrouler. Bon. Alors, effectivement, donc la question sous-jacente, c'est est-ce qu'il faut profiter de la baisse pour racheter ? Alors je ne vais pas rentrer sur les raisons de la baisse, visiblement personne n'est d'accord, vos interlocuteurs précédents... On entend tout et son contraire. On entend à peu près tout et son contraire. Il faut juste quand même rappeler, peut-être qu'on oublié de raconter tous vos interlocuteurs précédents, c'est que l'or c'est peut-être le sous-jacent où la part de la psychologie est sans doute la plus importante. Donc c'est peut-être un agrégat de toutes ces nouvelles, effectivement, Chypre qui vend, ralentissement en Chine, les gérants qui commencent à désengager de l'or pour pouvoir racheter les actions, parce qu'ils estiment qu'en 2014, tout y va. Mais c'est peut-être un peu tout cet ensemble qui fait que ça a chuté sans raison. Alors, est-ce qu'il faut pour autant se renforcer en or ? Nous, on n'est pas spécialement, persuadés. L'or a joué son statut de valeur refuge au cours de ces dernières années. Entre 2008 et 2013 aujourd'hui, si on accepte la petite chute d'hier, ça a connu un parcours absolument remarquable. Les cours ont quasiment doublé sur cette période-là. Est-ce que, comme l'immobilier, ça a continué? Est-ce que les arbres vont grimper encore jusqu'au ciel? Alors là, on en doute très sérieusement. D'autant plus que si jamais l'économie venait à repartir, on l'espère tous, en 2014, l'or perdrait ce statut de valeur refuge. Donc verrait de toute façon sa valorisation sans doute baisser un peu. Donc, à titre de diversification, pourquoi pas 5%, 10% de son patrimoine financier, mais plus, certainement pas. D'accord. Même si l'or a bien rebondi, là, on a regagné $60 rien que ce matin. Les grosses vagues continuent de nous impressionner. Mais $60 par rapport à quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, si on veut faire du stock picking, si on veut faire des allers-retours rapides, si on veut faire du trading, oui, on peut jouer. Bon, et encore, je suis pas sûr que ça soit quand même très souhaitable. Voilà Marie pour votre réponse sur l'or. Allez, on va passer à l'immobilier avec une question de Franck sur notre site bfmbusiness.com. Franck veut s'acheter une résidence principale, il a un travail, pas mal d'argent, nous dit-il, et des revenus fonciers. Et il vous demande s'il a intérêt à acheter sa résidence principale en cash ou plutôt à s'endetter pour profiter des taux bas. Alors ça, c'est toujours pareil, l'éternelle question. En fait, quand on fait... Je vais peut-être répondre à l'envers. C'est-à-dire que quand vous faites de l'investissement locatif, là, cette fois, la question ne se pose pas. Il faut toujours acheter à crédit. Pourquoi ? Parce que les intérêts d'emprunt sont déductibles. En plus, vous bénéficiez de l'effet de levier du crédit. Donc là, mais quel que soit le niveau des taux, acheter à crédit, alors là, surtout, ne vous posez pas la question. Là, acheter sa résidence principale, la question est plus compliquée parce que les intérêts d'emprunt ne sont pas déductibles de vos revenus. Il y avait, souvenez-vous, en 2007, Nicolas Sarkozy avait effectivement mis en place un crédit d'impôt, ou un avantage fiscal qui permettait de bénéficier d'une réduction d'impôt quand on souscrivait un crédit pour sa résidence principale. Ça, c'est terminé, de toute façon. Donc, il n'y a aucun avantage fiscal à acheter à crédit. Après, ce qu'on peut regarder, c'est le niveau des crédits par rapport au niveau d'un placement de même nature, un placement à court ou moyen terme. Aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, les taux de crédit, c'est à 3,07 en moyenne. On peut obtenir, avec des bons dossiers, on peut obtenir 2,80.
En face, vous avez le livret A qui vous rapporte 1,75. Si vous voulez aller sur les actifs un tout petit peu plus risqués, ça va vous rapporter 3,5-4 pour le CAC. Et si vous voulez rester sur l'immobilier, aller sur les SCPI, ça va vous rapporter un peu plus de 5%. Donc dans ces conditions, il n'y a pas photo. Aujourd'hui, il vaut mieux acheter cash. Parce que l'économie que vous allez faire en plaçant votre argent n'ira pas compenser le montant que vous allez sortir en intérêt d'emprunt. Donc, après, tout dépend de l'argent qu'il est prêt à sortir. Voilà, c'est à lui de faire ses arbitrages peut-être. Il y a peut-être un élément qui pourrait conduire notre auditeur à acheter à crédit. Mais alors, on y va quand même très à rebrousse-poil. Hein. C'est peut-être le fait que sur le crédit immobilier, quand vous souscrivez systématiquement avec une assurance invalidité décès. Alors l'assurance invalidité décès, c'est pas tellement pour vous, c'est plutôt pour vos héritiers si jamais vous veniez à décéder pendant la phase de remboursement du crédit. Ce qui veut dire que si jamais vous avez un accident de la vie, vos héritiers, votre conjointe ou vos enfants récupéreront la totalité du bien et le crédit sera apuré. Donc ça, c'est peut-être en matière de gestion de patrimoine, c'est pas idiot. Mais ceci dit, on peut très bien souscrire aujourd'hui une assurance décès sans souscrire un crédit. Donc peut-être que la bonne solution, c'est qu'il achète cash et s'il a envie de protéger ses proches, il prend une assurance décès qui va garantir l'équivalent du montant du capital du bien. Puis voilà. Voilà donc, Franck, pour cet achat de résidence principale. Damien, lui, est marié sous le régime de la communauté de biens. Il possède un contrat d'assurance vie qu'il nourrit avec de l'argent personnel et il vous demande si les intérêts lui reviennent à lui et seulement à lui ou s'ils reviennent aussi à sa femme. Ça, c'est une vaste question. Je sens la bonne ambiance, là, quand même. Non, mais même indépendamment de ça, c'est quand même la confrontation de deux mondes, qui est celui du monde de l'assurance vie, qui est régi par le Code général des assurances, et puis le monde de la transmission, qui est régi, lui, par le Code civil. Et ça fait quand même des années que ces deux mondes ont des rapports hyper conflictuels. Quand vous parlez aux assureurs, ils veulent surtout pas que l'assurance vie sorte du cadre légal de l'assurance. Quand vous parlez aux notaires, ils n'ont qu'une envie, c'est de faire rentrer l'assurance vie dans le cadre du droit civil. Alors là, on est justement à un point névralgique, c'est vraiment un point crucial. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous souscrivez à un contrat d'assurance vie et que un des deux membres du couple vient à décéder ou que vous divorcez? Parce qu'en fait, c'est vraiment ça. Donc, à qui revient le capital? Alors, c'est pas super simple. On va essayer d'être assez synthétique. En fait, ça dépend d'abord de votre régime matrimonial. Si vous êtes marié sous un régime de séparation, c'est-à-dire que au moment de vous marier, vous avez souscrit un contrat séparatiste. Là, a priori, il n'y a pas de souci tant que chaque époux alimente son propre contrat avec son argent. Au moment du divorce, si jamais il y a un divorce, chacun récupère son contrat, il n'y a pas de problématique, il n'y a pas de récompense à apporter au niveau du couple. Et si jamais il y en a un des deux qui vient à décéder, les sommes sont transmises au bénéficiaire, qui peut être l'autre conjoint, sans qu'il y ait d'interférence avec le régime matrimonial. C'est beaucoup plus compliqué si les époux sont mariés sous un régime de communauté. Notamment la communauté légale, c'est celle dans laquelle vous vous trouvez à chaque fois que vous vous mariez sans faire de contrat de mariage. C'est ce qu'on appelle le régime de communauté réduit aux acquis. C'est-à-dire que tout ce qui est acheté à partir du moment où vous êtes marié, c'est considéré comme un bien commun. Alors là, les ennuis commencent. Si vous êtes, alors je vais essayer là encore d'être assez synthétique, si vous êtes donc marié en communauté et que le contrat est alimenté par des fonds communs, donc les fonds communs, c'est par exemple tous vos revenus que vous percevez pendant votre mariage. Eh bien, la valeur de rachat du contrat fait partie de la communauté en cas de divorce. Donc, ce qui veut dire qu'il faudra vous partager le contrat d'assurance vie au moment du divorce. Si le bien est alimenté par des fonds propres, c'est par exemple les biens que vous avez acquis avant la date du mariage ou ceux que vous avez reçus par héritage ou donation, vous les réinvestissez dans le contrat d'assurance vie sans précaution. Ben là, c'est pareil. Ça devient un bien de la communauté. Donc au moment du divorce, il faut le partager. Donc la solution, c'est de faire d'alimenter ces fameux contrats par des fonds propres, mais avec ce qu'on appelle une déclaration de remploi. La déclaration de remploi, c'est vous faites au moment de la souscription de votre contrat, vous dites ce contrat ne sera alimenté que par des biens propres. À partir de ce moment-là, le contrat reste un bien propre au conjoint qui l'a souscrit. Donc ça, c'est en cas de divorce. En cas de décès, comment ça se passe? C'est aussi compliqué.
Si vous avez alimenté vos contrats par des fonds communs, ce qu'on a expliqué tout à l'heure, et que le conjoint est le bénéficiaire du contrat, eh bien le capital qu'il reçoit est considéré comme un bien propre cette fois-ci et la communauté n'a pas droit à récompense. Donc c'est plutôt un bon point. Par contre, si c'est le contrat du conjoint survivant qu'il faut regarder, qu'il faut analyser, cette fois la valeur du rachat fait partie de la communauté. Donc il faudra le réintégrer dans la succession, quand bien même c'est le contrat du conjoint survivant. C'est quand même pas simple. Non, c'est pas simple. Et là encore, la bonne solution, c'est bien sûr d'alimenter vos propres contrats avec des fonds propres pour lesquels vous faites une déclaration de remploi. Pour être très simple... non, c'est pas possible. Si, vous allez voir. Ça veut dire qu'il faut tout prévoir, même quand l'ambiance est fabuleuse. Mais bien sûr. Mais bien sûr. À tout moment. Mais de toute façon, voilà. Vous voyez que j'arrive à faire simple. Ce qu'on dit toujours, faire par exemple sa déclaration de remploi, c'est pas une agression. C'est pas une agression. Ouais. Hein, donc il faut tout prévoir. Allez, un petit coup d'œil sur les marchés avant de poursuivre cette séance de questions-réponses. Et on continue de vous répondre le plus concrètement possible, le plus précisément possible avec Frédéric Durand-Bazin du magazine Le Particulier. Une question de Sophie. Sophie a racheté ses années d'études d'infirmière et maintenant elle se pose la question. Avec cette réforme des retraites qui change en permanence, réforme passée, réforme à venir, elle a le sentiment qu'elle a peut-être payé pour rien. Le problème c'est que Sophie elle le saura qu'au moment où elle prendra sa retraite. Aujourd'hui, c'est trop tôt pour le savoir. Un exemple. Vous vous retrouvez au chômage à 58 ans. Vous savez que si jamais vos allocations au chômage vous portent jusqu'à l'âge de 61 ans, vous serez indemnisé par l'allocation chômage jusqu'à l'âge auquel vous pourrez prétendre à une retraite à taux plein. Donc cette retraite à taux plein, vous savez, c'est quand vous avez le nombre de trimestres suffisant. 166. Par exemple. Et si vous n'avez pas 166 trimestres à travailler, c'est 65, bientôt porté à 67 ans. Pourquoi c'est défavorable dans ce cas-là ? Tout simplement parce que les indemnités chômage que vous allez percevoir sont toujours plus élevées que les indemnités, que les pensions de retraite. Or, si vous avez atteint l'âge du taux plein entre 61 ans et 67 ans, vous allez être mis automatiquement à la retraite par la caisse d'allocation chômage. Donc là, oui, par exemple, c'est un élément qui fait penser que vous avez fait une mauvaise affaire en rachetant des trimestres de retraite. L'autre problématique, c'est si jamais vous avez racheté des trimestres parce que vous pensiez partir à la retraite à 60 ans, ce qui était prévu, et que finalement, avec la réforme des retraites, vous deviez patienter jusqu'à 62 ans, ça vous fait travailler 8 trimestres de plus, et voilà, vous avez cotisé 8 trimestres de plus, alors que vous les aviez rachetés précédemment. Donc là, vous les avez vraiment rachetés pour rien. Donc, il y a juste une petite fenêtre qui existe aujourd'hui et qui permet à ces gens-là, ceux qui sont nés à partir du 1er juillet 51, eux, ils ont la possibilité de racheter, de demander le remboursement de leur rachat de trimestre, à condition de déposer leur demande jusqu'au 10 novembre 2013, et il faut que le rachat concerne une période faite avant le 13 juillet 2010. Donc c'est extrêmement serré comme fenêtre. L'autre possibilité, c'est pour ceux qui sont nés entre le 1er janvier 52 et le 31 décembre 55. Eux, ils peuvent demander un rachat jusqu'au 18 décembre 2013, à condition que le rachat ait été effectué entre le 13 juillet 2010 et le 31 décembre 2011. Donc je ne sais pas si notre auditrice se trouve dans un de ces cas-là. Mais il faut qu'elle regarde ça de près. Le rachat d'année, c'est vraiment un sujet qui préoccupe beaucoup de nos téléspectateurs. Ouais. Des questions chaque semaine à ce sujet. Cédric, une autre question de Charles de Paris. Oui, question qui concerne les SCPI. Et Charles envisage d'acquérir des parts de SCPI pour compléter ses revenus. Et il voudrait savoir comment ne pas faire d'erreur. En clair, comment choisir le bon cheval. Alors, en tout cas, Charles, il a raison de regarder de près les SCPI. C'est un produit qui est quand même particulièrement rentable. En 2012, en moyenne, les SCPI ont offert 5,27% de rendement à leurs souscripteurs, hors fiscalité. 5,27%. Il n'y a pas grand monde aujourd'hui qui est capable de faire aussi bien. Alors là, on est bien d'accord, on ne parle que de ce qu'on appelle, nous, les SCPI de rendement. Voilà. Donc c'est pas des SCPI fiscales. Donc c'est les SCPI qui sont investis effectivement dans l'immobilier commercial, des bureaux, des boutiques, des centres commerciaux. Bref, de l'immobilier dans lequel on ne peut pas aller, ou presque pas aller de manière individuelle parce que les tickets d'entrée sont trop élevés, parce que la gestion est compliquée et parce que l'intérêt de ce type de produit, c'est d'offrir une mutualisation des risques. Donc c'est justement un des critères à regarder si jamais notre auditeur va acheter de la SCPI.
Il y a à peu près 5 critères qui sont importants à regarder avant de souscrire. Il faut d'abord regarder la capitalisation de la SCPI. Donc en bref, sa taille. Plus la SCPI est importante, plus il y a de chances qu'elle ait diversifié ses placements, diversifié les immeubles dans lesquels elle a investi, et donc elle a réduit le risque inhérent à un défaut de paiement d'un de ses locataires. Et il faut s'assurer aussi qu'un locataire ne pèse pas plus de 5% du montant des loyers. Donc premier critère, assez rapidement les autres. Deuxième critère, il faut regarder le rapport à nouveau. Donc ça, c'est dans les comptes. Le rapport à nouveau, c'est la capacité dont modifie la SCPI à maintenir un niveau de distribution. Deuxième critère. Troisième critère, il faut regarder le taux d'occupation financier. Le taux d'occupation financier, c'est le taux de perception effective de loyer par rapport au taux théorique de loyer qu'il pourrait percevoir. Il faut que ça soit au moins à 90%. Quatrième point, il faut regarder la provision pour grosses réparations, donc la capacité qu'ont les SCPI à faire face à des travaux de rénovation de leurs biens. Il faut que ça soit au moins 4% du montant des loyers facturés. Et dernier point à regarder, c'est important, il faut regarder les actifs immobiliers qui sont derrière. C'est pas toujours facile. Tous les SCPI ne font pas de publicité sur les biens qu'ils ont acquis. Il y a un site qui est assez intéressant qui s'appelle meilleurscpi.com. Eux, ils recensent l'intégralité des placements de chacune des SCPI. Et bien voilà pour les réponses à vos questions. Merci beaucoup Frédéric Durand-Bazin, le magazine Le Particulier à nos côtés chaque semaine pour vous répondre. Le CAC 40, Guillaume, est toujours en baisse. BFM Business, numéro 1 sur l'économie.